Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette émission diffusée en direct sur Internet depuis les Docks de Paris, où le groupe Eurosite vient de célébrer l'ouverture de son nouveau business center, son nouveau meeting center, pardon, une extension de 2000 m² qui vient s'ajouter aux 6500 m² déjà existants sur ce site splendide. L'occasion pour nous est bien d'évoquer les profondes mutations qui s'opèrent dans le secteur de l'événementiel, leurs causes, leurs conséquences, non seulement pour les professionnels du secteur, mais aussi pour les clients, évidemment. Quel lieu donc choisir, mais aussi quel format, quel dispositif mettre en place, comment valoriser les messages et comment allonger le cycle de vie d'une opération événementielle. Eh bien, on en parle avec mes invités. Et tout d'abord, honneur aux dames. Nelly Grélier, bonjour. Vous êtes responsable de communication chez Octo Technologies. Octo Technologies, c'est un cabinet de conseil en système d'information. Vous intervenez notamment auprès des grands comptes et je crois savoir que vous aimez bien, c'est votre péché mignon également, donner un petit coup de main aux jeunes pousses, aux startups qui ont des projets innovants. Octo Technologies donc organise chaque année un événement qui s'appelle l'Université du système d'information, USI en abrégé. C'est un événement que vous qualifiez vous-même de rendez-vous des geeks et des boss, et qui attire chaque année donc un nombre plus élevé de participants et de spectateurs. Alors vous nous ferez part bien sûr de votre expérience sur l'organisation de cet événement et puis vous nous raconterez l'utilisation que vous faites des nouvelles technologies puisque depuis sa création, l'USI est diffusée simultanément en direct sur Internet, en duplex, entre Paris et Casablanca. À côté de vous, Rick Dams. Bonjour Rick. Vous êtes cofondateur et directeur associé de l'agence Munda Event, l'un des leaders européens de l'événementiel technologique. Munda Event est présente en France, en Allemagne et au Royaume-Uni et je crois savoir que vous allez ouvrir bientôt un bureau aux États-Unis, début 2012, il me semble. Votre activité est consacrée à la conception d'animation événementielle interactive. Alors nous parlerez bien sûr de cette activité, vous nous expliquerez tout ce que les nouvelles technologies permettent en termes d'interactivité et de user experience. À ma gauche, à ma droite même, Olivier Cohen. Bonjour Olivier. Vous êtes directeur de Brainsonic Event. Brainsonic, c'est le spécialiste du rich media au service de la communication et du marketing. Vous proposez à vos clients des solutions sur mesure pour organiser, diffuser et valoriser leurs événements, et notamment à travers un dispositif de live dont vous nous parlerez tout à l'heure, avec par exemple un contrôle du direct, un chapitrage à la volée, etc. Vous nous raconterez donc vos récents succès, notamment auprès d'Adobe avec la Creative Week, auprès de SAP avec la journée Innovation Now, et puis bien sûr USI d'Octo Technologies, puisque c'est Brainsonic qui est aux commandes, qui est aux manettes. Et enfin, mon dernier invité, c'est Alain Mollet. Bonjour Alain. Alain, vous êtes directeur commercial du groupe Eurosite. Et donc, vous êtes un peu notre hôte aujourd'hui. Alors, tout d'abord, eh bien, merci de nous recevoir, Alain. Alors, bienvenue. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose peut-être de découvrir avec vous, Alain, justement, ce nouveau business center de 2000 m² que Eurosite vient d'ouvrir ici au Docks de Paris. Donc, je le disais tout à l'heure, 2000 m² qui viennent s'ajouter à 6500 m² déjà existants. Quel était le but de cette inauguration ? Alors, les Docks de Paris, donc, on les a agrandis de 2000 m² pour pouvoir répondre tout simplement à une demande de nos clients. Juste un petit retour en arrière, les Docks de Paris font partie du groupe Eurosite. C'est notre plus gros bâtiment et c'est vrai qu'on a une expérience importante dans le domaine du congrès, dans le domaine de l'événement, puisque notre métier c'est d'accueillir entre 5 et 5000 personnes sur tout type de réunions et de manifestations professionnelles. Aujourd'hui, c'est une fois de plus à l'écoute de nos clients qu'on a pris ce projet de développer 2000 m² supplémentaires, puisqu'il était simple et aisé de pouvoir se réunir chez nous, sauf qu'on n'avait que des grands lieux et qu'aujourd'hui, pour répondre aux demandes des congrès et autres expositions, on a besoin de pouvoir proposer au même endroit à la fois des grands lieux, puisque les salles qui sont contiguës à ce business center vont jusqu'à 3200 m², mais aussi pouvoir proposer des petits espaces comme cette salle, des petits espaces compris entre 35 et 200 m². D'accord. Alors, une donnée qui n'aura échappé à personne, c'est que justement le secteur événementiel est en pleine mutation, entre le rôle de plus en plus prépondérant donc des nouvelles technologies et puis la crise aussi, il faut bien le dire, qui incite peut-être les clients à la prudence. Les professionnels donc réagissent, s'adaptent. Alain, vous de votre côté, quel changement observez-vous justement ? On se rend compte. En général, les gens viennent chez nous moins pour s'amuser aujourd'hui et plus pour travailler. Alors, ce qui nécessite de pouvoir leur proposer une diversité de lieux.
pour pouvoir quelquefois faire la fête, mais aussi surtout pouvoir travailler. Donc c'est vrai que les différents lieux d'Eurosite comme le Meeting Center avenue Georges V ou l'autre Meeting Center que nous avons à la Défense permettent de pouvoir travailler, de pouvoir organiser des congrès, de pouvoir organiser des rencontres et de pouvoir faire communiquer les différentes entreprises et les différents intervenants entre eux, et pouvoir proposer aussi des lieux un peu plus festifs comme la Salvagram, où là on va pouvoir, à l'issue d'un congrès ou à l'issue d'une réunion professionnelle, passer sur un côté un peu plus festif, un peu plus loisir. Voilà, ça c'est sur la partie lieu. Après, il faut pouvoir, et c'est l'objet du groupe Eurosite aujourd'hui, il faut pouvoir faire déjeuner ou dîner ces gens-là, c'est-à-dire être capable de proposer des solutions de gastronomie et non pas simplement des solutions de restauration, parce qu'en même temps qu'on travaille, on a besoin de créer une ambiance, on a besoin de mettre l'ensemble des participants dans de bonnes dispositions, et c'est nécessaire de leur proposer une gastronomie de qualité, équilibrée, voire tout bio, puisqu'on est le premier traiteur certifié 100% bio sur la place du marché. Et puis, troisième chose qui est importante, et je crois qu'on va en reparler les uns et les autres, c'est d'être capable d'amener une technologie dans l'établissement, et tout au moins de pouvoir la prédisposer dans les murs et pouvoir l'adapter ensuite à chacune des manifestations. C'est ces trois composantes qui font qu'aujourd'hui, on peut modestement dire qu'on est parmi les grands spécialistes de l'événement parisien, entre autres, et en région aussi, puisqu'on se développe maintenant sur les différentes villes de province. D'accord. Alors, la technologie, on y reviendra un tout petit peu plus tard dans cette émission. Rick, de votre côté, vous aussi, vous observez des changements dans le comportement, dans les demandes de vos clients ? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a clairement la demande d'avoir plus de sens. Comme vous disiez, en fait, on vient plus pour travailler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, même sur une animation interactive, ils repartent pas juste avec une expérience pour s'amuser, mais en fait, ils repartent vraiment avec un souvenir concret, en fait, quelque chose qui va les fédérer autour d'un slogan, autour d'un logo, autour d'un message. Ils vont repartir avec ce message. On va lancer après des animations derrière qui vont faire que les gens ils vont mémoriser le message de l'événement. Donc effectivement, on travaille beaucoup moins le côté divertissement et beaucoup plus le côté communication aujourd'hui. Alors, un autre aspect, Olivier, oui, vous voulez compléter la réponse de Rick ? Je suis assez d'accord. C'est vrai que plus que jamais, je pense que l'événement doit générer des émotions, doit apporter du sens. Nous, ce qu'on constate dans les événements professionnels, c'est qu'on voit des cibles, des publics qui sont sursollicités, qui sont tous les jours invités à des dizaines d'événements. Donc pas évident pour eux aujourd'hui de se déplacer évidemment à tous ces événements. De notre côté, on voit l'avènement du canal web où finalement, il n'a jamais été aussi simple de trouver son information. Alors même aujourd'hui, on est surinformé, trop d'informations. Donc comment réussir à un moment donné à créer de l'attention, à faire en sorte d'impacter ces publics, à faire en sorte qu'ils viennent dans un événement pour justement avoir du sens, pour justement avoir des émotions. Et tout ça, ça a entraîné ces dernières années des coûts de marketing. Alors je ne parle pas forcément des coûts sur l'organisation même de l'événement, mais en tout cas sur le faire venir d'un événement professionnel qui sont complètement envolés. Et donc aujourd'hui, parce que le ROI est quand même un des indicateurs clés pour les entreprises, difficile de générer un ROI mesurable et performant pour ces grands qui nous gouvernent. Voilà, donc nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est justement des événements qui soient héroïstes, non pas en réfléchissant uniquement sur le jour J, mais en imaginant des événements qui vont sortir des frontières avant, pendant, après. On va essayer de démultiplier l'audience, on va essayer d'utiliser ces outils de web analytics pour justement tracer les gens, même si le terme n'est pas très beau, mais en tout cas d'essayer d'avoir des leads, comme le nomment nos Américains. Et tout ça, c'est merveilleux parce que c'est possible grâce à l'événementiel physique. Voilà, donc voilà ce qu'on voit, nous, en tout cas, ces dernières années. Alors, j'aimerais bien voir le point de vue d'un client, enfin d'une cliente en l'occurrence, justement sur le ROI. Donc effectivement, c'est l'indicateur clé aujourd'hui. Vous êtes vraiment attentive très particulièrement à ce ROI, Nelly ? En fait, on est obligé d'être attentif. Alors moi, je vais rejoindre tout ce qui a été dit avant en ajoutant aussi un fait qui est les clients maintenant sont devenus très exigeants sur place et aussi en ligne. À savoir, maintenant, tout le monde est connecté à des super réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn,
Et quand on organise un événement, que ce soit sur place ou sur le web avant, on est obligé d'être aussi bon qu'eux. Donc on est obligé d'avoir des fonctionnalités qui concernent et qui sont adaptées à l'expérience web qu'ils vont avoir sur d'autres plateformes. Donc cette exigence-là, nous, on la mesure comment ? C'est le taux de facilité à s'inscrire à un événement, c'est aucun retour client qui ne va pas, et c'est sur place, les yeux qui brillent, des participants qui sont venus à une conférence et qui sont très contents d'en parler à leurs collègues pour qu'ils viennent après, en fait, pour l'autre événement. On le mesure vraiment comme ça. C'est toujours difficile entre le physique et le web. Sur le physique, c'est vraiment un ressenti ou des questionnaires de satisfaction qu'on pourra avoir soit en ligne, soit physique. Sur le web, c'est avec les analytics et autres outils qui nous permettent de vérifier ça. Alors, justement, il existe tout un tas de technologies qui vont dans ce sens, justement. Alors, avant d'en parler précisément, j'ai envie de demander à Rick et à Olivier un peu leur définition de leur spécialité. Parce que les mots à partir de médias, ils sont aujourd'hui légion. Hein. On a le multimédia, le plurimédia, l'ubimédia, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Rick, le cross-média, c'est quoi au juste ? Oui, effectivement. En fait, nous on essaye justement de définir le cross-média comme l'utilisation justement de tous les médias qui sont disponibles pour promouvoir un événement. Donc, ça veut dire que avant, on avait l'événement du jour J et peut-être le carton d'invitation avant et puis après une documentation papier ou en CD-ROM après. Par contre, aujourd'hui, justement, avec les réseaux sociaux, avec tous les médias interactifs qu'on peut utiliser, l'emailing, en fait, les sites web, etc., la vidéo en ligne. En fait, l'idée du cross-média, c'est vraiment en fait de profiter d'un maximum d'outils qui sont adaptés à la cible, en fait, pour promouvoir l'événement. C'est-à-dire faire travailler ces outils ensemble. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et Olivier, le rich média, pour votre vision du rich média, c'est quoi exactement ? Alors, rich média, interface riche, c'est pouvoir synchroniser tous les médias sur un navigateur web et mobile aujourd'hui. Pour mobile, pardon. Mobile, c'est smartphone et tablette tactile. Et tablette tactile. Et donc, on peut faire des raccourcis, c'est pouvoir diffuser des vidéos sur le web et y rajouter des tas de fonctionnalités d'interactivité. Je peux voter, je peux poser des questions aux personnes en direct. Je vais pouvoir partager cette vidéo en la mettant sur mon site, en envoyant des liens. Voilà. Donc, le rich media, c'est de pouvoir créer cette expérience très riche sur un navigateur Internet. Une expérience dont Octo Technologies profite pour l'USI. Nelly, justement, quel dispositif utilisez-vous ? D'abord, parlez-nous un petit peu de l'événement lui-même et ensuite dites-nous quel dispositif vous mettez en place pour assurer le succès de l'événement. Donc USI, en fait, c'est un événement qui existe depuis 2008. Donc la première édition a eu lieu en compagnie avec une rencontre avec Brainsonic. C'est à destination de ce qu'on appelle les geeks et les boss du système d'information, donc opérationnel et manager, donc un événement qui est B2B. Il rassemblait en 2008 250 personnes. En juin dernier, la 4e édition a rassemblé en fait 600 personnes. Donc on voit qu'il a augmenté. Hein. Donc ça, on y reviendra plus tard. Ça fait aussi partie des stratégies qu'on a mis aussi en ligne pour arriver à avoir du réachat, voire plus. Cet événement-là, en fait, il a aussi une vie en ligne les 2 jours de l'événement, parce que ce sont 2 jours avec 40 conférences. Donc il y a 3 sessions en parallèle chaque heure, et avec 60 speakers et 600 personnes sur place. 600 personnes sur place, c'est sans compter aussi les personnes qui regardent en live. Donc le live a été fait avec Brainsonic. Donc il a rassemblé environ 2500 personnes qui ont regardé pendant 2 jours les conférences. Et on a aussi mis un dispositif, donc on en reviendra plus tard aussi, je pense, sur le dispositif du live avec Brainsonic, mais on a aussi mis un dispositif de duplex, parce que l'événement est aussi organisé à Casablanca, dans une des filiales d'Octo Technologies. Et cela permet de faire des ponts et des moments de communication et d'échange entre ce qui se passe à Casablanca et ce qui se passe à Paris. Et tout ça, bien sûr, accompagné. Donc nous, en termes de plateformes sociales, réseaux sociaux, c'est Twitter qui fonctionne très très bien sur notre cible. Donc on a créé quelque chose en 2 sens, à savoir, étant donné qu'on avait le live, les gens externes à l'événement pouvaient voir l'événement, tweeter et interagir avec les gens dans la salle. Et on a mis en place aussi un wall qui montrait tous les tweets qui se passaient au moment donné, ce qui faisait que les gens sur place voyaient ce qui se passait à l'extérieur. Donc du coup, il y a vraiment eu des échanges. Et sur ce type de plateforme, on travaille pas mal sur l'ego, l'envie d'apparaître sur les réseaux sociaux. Donc ça a très bien fonctionné. On a rassemblé, je crois, 1500 en 2008 assez rapidement sur une population B2B donc, qui est censée être au travail. On est plutôt content.
Alors, on sent bien à travers votre discours quand même que tous ces outils apportent réellement quelque chose. Mais quand même, est-ce que c'est un effet d'image? Est-ce que aujourd'hui c'est devenu un réel passage obligé de faire appel à ces nouvelles technologies sur les événements? Nelly, peut-être? Alors moi, je vais juste dire, la première technologie qu'on avait mis en place, donc c'était vraiment la captation de toutes les sessions de l'événement pour les mettre en ligne, donc tout ce qui est rich media. Ça a été très important sous deux aspects. Le premier, c'est qu'on était inconnus dans le monde d'événementiel. On était un cabinet de conseil du système d'information, qu'on est toujours, mais on n'avait jamais créé d'événement. Donc la première édition, on a vraiment mis des billes et des coûts marketing pour permettre de faire ces vidéos-là, parce qu'on avait besoin d'une légitimité, d'un patrimoine à revendre derrière pour les autres éditions. Donc maintenant, actuellement, quand on dit à un speaker reconnu, parce qu'on met beaucoup d'investissement dans les speakers, que Neil Armstrong est venu, que Michel Serres est venu, qu'ils ont fait des conférences, et qu'elles sont en ligne, et qu'on peut les regarder, on n'a aucun mal à faire venir qui on veut dans les speakers. Et ensuite, quand on doit revendre l'événement, parce que c'est un acte qui est payant, on n'a aucun problème non plus à leur indiquer, allez voir cette vidéo-là, et les gens sont ravis de voir ce qui se passe, de voir les retours qu'il y a eu aussi. Et ça permet vraiment de prolonger aussi l'expérience des participants, dans le sens où, ayant plusieurs sessions en parallèle, s'ils en ont raté une, ils peuvent le voir dès le lendemain en ligne grâce au live. Rick, vous confirmez pour vous ces nouvelles technologies, ces outils, et notamment ce que vous proposez, les prestations que vous proposez chez Munda Event, c'est vraiment une valeur ajoutée? Oui, tout à fait. En fait, on le voit aussi dans la demande des clients. Donc, ça veut dire que l'utilisation de la technologie il y a 5 ans dans les événements, c'était anecdotique. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, en fait, ça fait partie d'un événement. On peut plus ignorer qu'il y a en fait que les gens utilisent Facebook autant, voire plus que Google. On peut pas ignorer qu'effectivement aujourd'hui, la plupart des communications se font sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, par email, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu indispensable pour un événement. Alors, on va revenir un petit peu justement au dispositif physique. Quel type d'activités proposez-vous à vos clients? Je crois que vous proposez des prestations sur mesure à chaque fois. Oui, tout à fait. Munda Event est un prestataire événementiel en fait qui propose justement de créer des animations technologiques sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait nous on est vraiment au centre de toutes les technologies et les solutions interactives pour apporter un plus à un événement. Et donc c'est pour ça que nous on a un procédé un peu particulier justement. On a répertorié plus de 160 technologies qu'on peut utiliser en fait lors d'un événement. Par exemple, quel type de technologie? Ça peut aller en fait de la captation vidéo à la prise de photos jusqu'à la projection holographique ou la diffusion en fait via les réseaux sociaux, etc. Donc il y a vraiment toute technologie possible. Donc on a décomposé ça en 3 parties, en entrée, traitement et sortie. Donc ça veut dire que l'entrée en fait, avec quoi est-ce qu'on veut faire interagir les participants. Donc est-ce qu'on les prend en photo, est-ce qu'on fait de la détection de mouvement dans quelque chose qui se passe juste quand ils passent à côté, ou est-ce qu'ils vont interagir avec leur téléphone portable. Après, on a tous les traitements possibles en fait qu'on peut aujourd'hui faire avec l'informatique, et ensuite on a la sortie, donc la diffusion. Où est-ce qu'on diffuse ces contenus? Est-ce que c'est des contenus rich media qu'on diffuse ensuite sur un site internet? Est-ce que c'est quelque chose qu'on diffuse en projection holographique sur l'événement, ou est-ce qu'on crée une grande fresque interactive où justement on voit différents éléments en fait qu'on a, ou les interactions en fait des gens sur l'événement sur un mur. Donc après il y a énormément de possibilités justement de diffuser ces événements. Et nous on part toujours d'une problématique d'un client, c'est-à-dire que d'un produit, d'un message à communiquer ou de quelque chose, et ensuite on va essayer de voir par rapport à la cible quels sont les médias justement que la cible utilise. Est-ce que c'est Twitter? Est-ce que la cible est adaptée par exemple à Twitter ou à Facebook? Et ensuite essayer de construire avec ce message en fait une interaction et une animation interactive pour le client sur mesure. Alors, Olivier Brensonic répond à une partie, en tout cas, des questions que Rick mettait en avant. Justement, sur quel canot un événement peut être diffusé en live? Vous parliez tout à l'heure du navigateur, des mobiles. Oui, moi je rejoins Rick sur l'approche. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de marier le marketing digital
avec la communication événementielle, et ça se fait beaucoup par le rich media, par faire en sorte que l'événement puisse être, par exemple, diffusé sur Internet. Alors là, on est en train de parler, je sais qu'on est aussi en live sur le web, et les personnes pourraient faire play, pause, prendre un appel et revenir sur le direct. Par exemple, ils pourraient nous poser des questions, ils pourraient, par exemple, s'adresser à nous via leurs réseaux sociaux, et donc du coup toucher aussi toute leur communauté. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes pour créer de la viralité. Donc nous, notre approche, ça va être, avant un événement, de commencer à sensibiliser les participants pour qu'ils n'arrivent pas de manière vierge sur la conférence, par exemple, et qu'ils aient déjà une première couche d'information pour que l'événement puisse justement leur apporter ce plus en matière de connaissances, qu'ils puissent un peu plus interagir, hein, ce qui est quand même la base d'un événement, c'est pouvoir réseauter, networker avec ses pairs. Le jour d'un événement, on peut démultiplier l'audience. Alors, on a pris tout à l'heure l'exemple de l'USI. Je crois que sur le dernier événement, il y avait un peu plus de 5000 personnes qui étaient connectées. On avait 600 personnes physiquement qui étaient dans la conférence. On avait 5000 autres qui suivaient via soit leur ordinateur, soit leur portable l'événement. On a organisé il n'y a pas longtemps un très très bel événement pour Adobe qui s'appelait la Creative Week. Et on avait confronté le monde de la télé, puisqu'on avait scénarisé l'événement comme une émission de télé, diffusé évidemment sur le site événementiel, en accueillant du public, et on a vu qu'au bout d'une semaine, 30 000 personnes s'étaient connectées, qui étaient restées en moyenne 1 heure pour regarder le programme. Donc, et ces personnes-là venaient de 50 villes différentes en France. Donc on a vraiment réussi à démultiplier l'audience. Et après, ce qui est important, c'est de pouvoir donner une deuxième vie à ces événements. Et tout à l'heure, on parlait de ROI en intro. C'est justement pouvoir créer un cycle de communication durable, décloisonner les différentes actions de communication dans l'entreprise, événementielle, mais aussi communication en ligne, pour pouvoir faire en sorte que l'événement n'ait pas une vie que pendant un jour ou deux, mais pendant quelques mois. Et quand on arrive justement à étendre cette durée de vie, on commence à avoir une performance économique assez intéressante. Alors, vous parliez de diffusion en live. Effectivement, on est là en live sur Internet. Question bête, on est aujourd'hui dans une société de zapping où on passe facilement d'un site à l'autre, d'une information à une autre. Est-ce qu'il y a des dispositifs, des moyens d'assurer la fidélité, entre guillemets, du spectateur, d'empêcher ou en tout cas de retarder le zapping ? Le contenu. Si le contenu est bon, si les speakers sont bons, j'espère qu'on l'est. Il faut aussi adapter justement ce contenu au terminal qu'on choisit pour regarder. Alors évidemment, je ne suis pas le même derrière mon ordinateur au bureau que sur mon iPad à la maison et voir mon téléphone portable dans le métro. Donc il faut justement sculpter cette matière première qui est l'information, le contenu, en fonction des usages sur le terminal. Donc tout l'enjeu, et c'est un enjeu éditorial, ça va être par rapport à un contenu événementiel, de pouvoir le retravailler en direct et en différé pour qu'il ait un impact. Et donc là, en général, ça marche assez bien. Alors, Alain, je vais m'adresser à vous maintenant, parce que c'est bien beau de dire je vais mettre de l'interactivité sur mon événement, je vais mettre des bornes interactives, des Twitter walls géants, etc. Je vais faire un live sur Internet, mais tout cela suppose des équipements, des infrastructures. Comment Eurosite répond à cela ? Eurosite a toujours été déjà à l'écoute de ses clients, donc ces évolutions-là, elles ne sont pas récentes, même si quelquefois je suis un peu perdu, je vous l'avoue, parce que ça va quand même très très vite. Mais l'objectif, c'est de pouvoir configurer nos lieux dans une technologie qui permette de pouvoir accueillir ce type d'événement. J'allais dire qu'on y est presque condamné, mais ce serait un peu péjoratif, tant mieux. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut absolument pas être paranoïaque en ce moment par rapport à ces nouvelles technologies quand on est détenteur de lieux. Au contraire, il faut le travailler, il faut y réfléchir ensemble. Et je pense que plus on aura de la pertinence dans les gens qui vont être en présentiel sur le lieu, grâce justement à ces détections en amont de l'événement, plus on pourra, nous aussi, en tant que lieu, je pense entre autres à la nourriture, savoir qu'effectivement il y a une certaine typologie, soit de régime ou autre, on peut être encore plus
plus précis, plus pertinent. Donc je pense qu'il faut être à la fois à l'écoute, traiter ces informations qui vont nous arriver de plus en plus. C'est peut-être ça qui va être la difficulté majeure de ces prochains mois ou de ces prochaines années. Mais à partir du moment où on sera capable de les traiter, je crois qu'on collera encore plus à la demande de nos clients. Donc embarquons de la technologie, pas n'importe comment, parce que ça coûte cher, il faut pouvoir l'amortir, il faut qu'on reste sur des modèles économiques qui soient pertinents, mais il n'y a aucun souci. Tant mieux. Tant mieux que ça évolue, tant mieux que ça bouge. Olivier oui. Non, je disais que ce qui est important, c'est d'avoir aussi une démarche de partenariat. On a tous des compétences différentes. Un live, en tout cas, ça ne s'improvise pas. Pouvoir imaginer des innovations sur site pour améliorer l'interactivité, ça s'improvise pas non plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer un maillage de partenaires qui vont être chacun compétent dans ses différents domaines. Et donc, ça, c'est vrai nous, on a pas mal travaillé avec Eurosite et on arrive à avoir cette approche assez optimale. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé donc de ce qu'on peut faire jour J, on a beaucoup parlé de ce qu'on peut faire en aval, mais on y reviendra un peu. Mais en amont, avant l'événement, l'événement commence à vivre avant le jour J. Quelles sont notamment les clés du succès de l'USI, Nelly? Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place? Alors vous avez bien raison, un événement ça commence bien avant. Nous, la preuve, c'est en juin prochain, on est déjà dedans. Donc on est vraiment sur des périodes longues. On sait qu'il est difficile aussi de fédérer des gens alors qu'on est à plus de 6 mois avant l'événement. Nous, en fait, c'est un événement de contenu. On mise beaucoup sur le contenu, sur les speakers et sur l'intérêt du contenu pour que les gens apprennent quelque chose. On parlait de sens tout à l'heure, on est vraiment là-dedans sur l'USI. Donc nous, on construit le programme chez Octo et on fait partager en fait nos trouvailles. On va voir telle personne cette année à l'USI, qu'en pensez-vous? On partage du contenu déjà fait par ces personnes-là pour voir aussi, nous, avoir du feedback. Ça, c'est important. Et en fait, cet événement-là, il est sur le contenu, donc du coup, on joue sur le contenu sous toutes ses formes. On va faire des articles qui vont présenter le prochain thème de la demi-journée sera ça, et on va dire ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on met dedans. On va mettre du contenu vidéo, on va faire des plateaux de télé avec Brainsonic pour présenter. On est obligé actuellement, pour faire vivre l'événement avant, de donner le contenu à chaque population. Moi, j'aime bien dire souvent maintenant, il faut que l'internaute, il trouve le contenu et pas qu'il le cherche. Donc, il faut lui mâcher le travail, il faut lui donner sous n'importe quelle forme le contenu qu'il va chercher, et ça sur nos plateformes à nous, mais utiliser aussi les plateformes existantes. C'est pas pour rien que YouTube existe, que LinkedIn existe. Il faut arriver à retravailler le travail, le contenu, et lui donner sur le canal qui l'intéresse en fait. Alors le canal, les réseaux sociaux notamment, donc Facebook, on en parle beaucoup, Twitter, un petit peu de community management, tout ça, Olivier, c'est des choses que vous mettez vous aussi en place avant pour aider le client à préparer l'événement? Prenez le micro. Ouais, on va effectivement imaginer une grille de programmes, de contenu qui vont sensibiliser sur les temps forts, les thèmes forts qui vont être abordés sur l'événement, faciliter l'inscription. En général, quand on arrive à juste un peu sensibiliser sur le sujet, on peut prendre des formes audiovisuelles. On parlait tout à l'heure d'un plateau télé, de chronique. Il faut aller un petit peu sur les codes de la télé pour informer rapidement les publics. Alors, Rick, justement, vous, chez Munda, vous avez notamment une plateforme qui permet de gérer l'inscription et la participation des gens. Expliquez-nous un peu ça. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, nous, on a développé depuis maintenant des années, en fait, il y a la 4e version là, qui va sortir en novembre de notre plateforme de gestion d'inscription MGM. Qui permet de dématérialiser en fait tout le processus d'invitation et la gestion logistique. Donc ça va du mail d'invitation, en fait à la demande de préférence justement éventuellement si la cible en fait elle n'est pas encore sur les réseaux sociaux, on peut discuter déjà de contenu avant avec la cible, de voir en fait quel workshop les intéresse, quel thème est-ce que pourrait être intéressant avec la cible. Ça peut aller jusqu'à demander en fait des habitudes alimentaires pour des VIP. Est-ce que je suis végétarien? À quelle heure est-ce que le visiteur il arrive en fait à l'aéroport pour aller le chercher, etc. Donc tout ce processus jusqu'à la documentation à la fin.
et pour permettre justement aux visiteurs de l'événement, en fait, d'avoir une expérience cohérente en fait pendant tout le parcours de l'invitation jusqu'à la documentation justement à la fin, où après en fait par exemple on peut intégrer tous ces outils de vidéo et rich media de Brainsonic, où on peut aussi mettre en place la documentation papier. En fait, on peut retrouver des créations qui auront fédéré en fait toutes les personnes qui étaient sur l'événement. Donc on peut vraiment tout faire, et nous on a une plateforme justement très très flexible qui permet de centraliser tout ça sur un site web dédié à l'événement. D'accord. On a vu donc tout ce qu'on pouvait faire en amont. On va venir un petit peu à l'aval maintenant, quand l'événement physique est terminé. Donc comment continuer à le faire vivre, comment capitaliser sur tous les contenus qu'on a produits, sur les émissions qu'on peut revoir. Nelly, vous nous disiez notamment, par exemple, que vous aviez arrêté de mettre les différés à disposition après remplissage d'un formulaire. Aujourd'hui, ils sont en libre accès pour ceux qui veulent les voir. Oui, alors en 2008, quand on a commencé donc, le premier événement, on avait, je pense que c'est le cas de tous les gens qui organisent, de dire voilà, on a mis beaucoup de coûts pour faire venir des gens, on va essayer de récupérer de l'information, on va essayer de fermer notre contenu. Et en fait, dès la première année, on s'est dit ça joue contre nous. Pourquoi ? Notre but à nous, c'est de faire connaître l'événement, donc avoir de l'image qui soit appréciée et qu'on ait des gens qui veulent acheter. Un formulaire, c'est bloquant maintenant. Donc même si maintenant on peut s'inscrire via LinkedIn, Facebook, etc., il y a quelque chose où quand on doit remplir comme ça, on a un mauvais a priori sur l'événement. Donc on a tout ouvert. À partir de 2009, la deuxième édition, on a tout ouvert. On a eu plus de monde sur le site sans aucun souci. Ça ne nous a pas empêché, nous, d'avoir plus de monde, parce qu'on est passé de 250 à 600 en l'espace de 3 éditions. Et cette année, on a fait encore mieux, dans le sens où on a pris le live Brainsonic et on a pu éviter cette retombée d'événements qu'on a. Chaque fois qu'on capitalise pendant 2 jours, on a toujours une retombée où il ne se passe pas grand-chose, on va remercier les participants, peut-être envoyer quelque chose après. Pour le coup, nous, vu qu'on produit de la vidéo, on produit du contenu, le fait d'avoir le live, ça nous a permis, le jour 2 matin, de dire les vidéos du jour 1 sont déjà disponibles. Ça permet d'avoir une continuité. Pour ceux qui ont eu l'information un peu trop tard, par exemple sur les réseaux sociaux, qui sont venus pour le 2e jour, ont pu revivre le 1er jour. Et donc ça nous évite cet espace-temps où il ne se passe rien de l'après-event. Et ça permet de perdurer largement les 2 semaines, 3 semaines, alors qu'avant, pour la production de vidéos, il fallait attendre 3 semaines, 4 semaines, et on perdait toute cette ambiance qu'il y a après l'événement, en fait. Une précision importante à apporter au niveau des différés, c'est que, comme vous le disiez, vous produisez 40 sessions en 2 jours, donc il y a toujours 3 sessions qui se déroulent en simultané. Ces différés sont importants parce qu'ils permettent aux gens de voir tout le contenu qu'ils n'ont pas vu en direct. Exactement, et en fait c'est ce qui se passe après l'événement. Nous on surveille donc le Twitter, le Facebook un peu moins, le LinkedIn un peu moins, mais Twitter vraiment, vu que c'est tout de suite à l'instant, on remarque après l'événement avec les hashtags, donc ça tout le monde l'utilise, que les gens voient les sessions qu'ils ont ratées. Parce qu'étant donné qu'ils sont sur trois plages horaires, ils regardent les feedbacks sur les Twitter et ils se disent ah bah celle-ci, il y a eu 50 tweets, elle a l'air bien, je vais la regarder. Donc il y a cette espèce d'entrain de boule de neige qui fait que les gens regardent ce qu'ils ont raté parce qu'ils sont encore dedans en fait, ils sont encore dans l'événement, donc ils en veulent encore. Donc ça c'est super. D'accord. Alors donc déjà plein de choses qui existent et qu'on peut utiliser, mais l'avenir, comment imagine-t-on l'avenir? Par exemple, chez Munda, Rick, vous qui est dans les technologies, vous en avez déjà recensé 160 et le catalogue grossit chaque mois. Que peut-on encore imaginer pour aller encore plus loin dans l'événement? Je pense qu'en fait, justement, toutes les technologies en fait qu'on voit apparaître aujourd'hui, que ce soit Twitter ou autre, en fait, vont être mis au service de l'événementiel, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a justement en fait, on a ces 160 technologies qu'on peut combiner en fait. Donc, vous imaginez le nombre de combinaisons possibles en fait pour créer après une animation interactive sur un événement et
tous les mois, quasiment, il y a des choses qui se rajoutent. Il y a Foursquare, il y a Facebook Places. Je peux dire oui, en fait, je suis à tel endroit ou tel endroit. Ça peut être posté automatiquement avec la RFID après sur mon profil Facebook. Donc, je suis tagué moi-même, en fait, et quand je rentre dans une salle, tous mes followers sur Twitter, ils savent tout de suite où je suis passé, sans que j'ai besoin d'interagir. Après, on peut imaginer des boutons de vote, justement, comme le j'aime que j'ai sur Facebook dans les événements, où on peut après vraiment recréer un réseau social et montrer les interactions entre les différentes personnes. C'est quelque chose qui va enrichir mon profil Facebook et que je vais pouvoir utiliser après pour rencontrer d'autres personnes sur l'événement. Donc tout ça va commencer à grossir et justement à donner une dimension ou d'apporter justement ce plus des réseaux sociaux que toute la communication n'a pas besoin d'avoir lieu exactement en même temps. Qu'on se libère justement un peu de ce problème et du coup en fait la participation à l'événement grossit par définition, parce qu'en fait j'ai tous les gens qui sont là à l'instant présent qui vont participer ensemble et après en fait je peux augmenter la participation en enlevant cette contrainte de temps et de lieu en amont et en aval. C'est un petit peu l'effet boule de neige qu'évoquait Nelly tout à l'heure, effectivement. Olivier, de votre côté, dans le Rich Media, vous avez déjà des pistes de travail sur l'avenir ? On essaie de retravailler toujours le contenu, de faire en sorte que nos diffusions soient le plus fluides possible. C'est important que ça marche tout de suite. Je ne dois pas attendre. Quand je regarde quelque chose sur Internet, il faut que ça soit rapidement lisible. Donc voilà, tout ça, il faut le travailler. Donc il y a plein de facteurs dans les réseaux. Donc ça, c'est pas à nous de travailler sur ça, mais voilà. Non, mais je suis assez d'accord. Tout ce qui va permettre l'interactivité, le partage, c'est des choses qui ont déjà commencé, qui vont se poursuivre, je pense. C'est important qu'il y ait des lieux qui puissent nous permettre d'être encore plus créatifs et d'apporter toute cette technologie pour ces événements. Donc voilà, des connexions Internet à très haut débit, comme la fibre par exemple, de la visioconférence pour s'interconnecter avec d'autres salles, d'autres lieux, d'autres villes, d'autres pays. Le RFID, des portiques RFID, le RFID en lui-même est pas cher, mais faire de la location de portiques RFID, c'est encore assez onéreux. Donc voilà, des lieux qui nous permettent d'imaginer des événements avec une expérience encore plus intense. Et je pense que la clé va être de toute façon de pouvoir structurer, retravailler le contenu selon les terminaux. Voilà. D'accord. Bon, on approche déjà de la fin de cette émission. Avant de conclure, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, tour à tour, de nous faire un petit tour d'horizon des meilleures pratiques, des fameuses best practices en anglais, quand on veut réussir un événement qui mêle à la fois physique, qui mêle à la fois numérique, web. Olivier ? Best practice, c'est de ne pas se concentrer sur la techno, mais sur les usages. Vraiment penser à celui qui va consommer l'information. Je pense que c'est la base. Après, la techno vient derrière. Les usages, donc. Nelly, de votre côté ? Alors moi, je pense que c'est une déformation professionnelle, mais dans notre métier, on apprend à se tromper vite s'il faut se tromper, c'est-à-dire tester. Par exemple, on met quelque chose en ligne sur notre site pour s'inscrire plus rapidement, on va mesurer si ça marche. Si au bout de 2 semaines ça ne marche pas, on arrête. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que sur l'événement, il faut tester les choses aussi, tenter, mesurer. Si ça fonctionne, c'est une best practice. C'est bon, on a les faits, on a la data, ça marche. Donc c'est vraiment cette approche itérative. Il n'y a pas d'événement parfait jusqu'au moment où on ne l'est pas testé, en fait, pour moi. Donc c'est vraiment cette partie-là qu'il faut continuer. Et les technologies, justement, nous évitent les gros accidents où ça ne marche pas parce qu'on aura déjà testé avant. D'accord, donc l'usage, le test, Rick ou Alain peut-être ? Je ne sais pas s'il y a des best practices, mais ce qui est le plus important, c'est le confort in fine du client. Alors que le client, qu'il soit le visiteur ou le client, ça nécessite quoi ? Tout simplement d'avoir un staff important de qualité. Ça nécessite d'avoir effectivement des lieux qui soient susceptibles de pouvoir prendre et encadrer ce genre de manifestation. Mais ça nécessite surtout un gros travail en amont
pour qu'effectivement tout se passe très simplement et que chacun puisse, dans son rôle et dans ses responsabilités, le jour de la manifestation, être opérationnel. C'est comme ça ça nous permet de gérer un peu plus de 500 événements par an en ayant une grande satisfaction de la part de nos clients. Donc c'est beaucoup de travail en amont, tout simplement, mais c'est un peu partout pareil. Oui, sans doute. Rick, de votre côté? Oui, bon, moi je rejoins Olivier sur ce qu'il disait, parce qu'effectivement c'est pour ça que nous on a développé cette approche justement de partir de la technologie, de dire des technologies il y en a plein. Par contre en fait l'important c'est qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le message qu'on veut véhiculer, quelle est la cible, etc. Et puis après en fait de rassembler justement les technologies dont on a besoin pour réaliser en fait ce qu'on veut faire. Et effectivement un autre point qui est important, bon les réseaux sociaux en fait sont énormément utilisés, surtout dans la sphère privée, Facebook, après LinkedIn plus professionnel en recherche d'emploi, etc. Mais il faut pas oublier que du user-generated content, donc du contenu créé par les utilisateurs, on a finalement aussi que 2 à 5% de gens qui vont réellement créer du contenu. Donc c'est très important en fait d'encadrer ces gens-là et de profiter, de travailler avec eux et de profiter justement des gens qui veulent participer, qui ont envie de participer, parce que les 98 autres pourcents, en fait, eux, ils sont ravis de lire, de regarder ce qu'ils font, et d'arriver justement à profiter de cette émulsion qui part même d'une petite base sur un événement sur les réseaux sociaux. Nelly, vous voulez compléter? Je vais juste rajouter, et c'est important de leur répondre. C'est-à-dire qu'ils ont la main maintenant, ils ont le pouvoir autant que nous. Il n'y a plus que de pousser d'informations. Maintenant, il y a un mode aussi, il faut tirer l'information. C'est-à-dire que si sur un réseau social ou un événement physique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on se retrouve physiquement, il faut communiquer sur les décisions qu'on a prises, par exemple, sur pourquoi on en fait ça. Si on a quelqu'un qui nous écrit sur notre wall, il faut lui répondre et prendre le temps de lui répondre parce qu'il fait partie des gens qui nous intéressent. Donc c'est beaucoup de temps aussi. Donc ça, c'est les nouveaux métiers qui sont apparus. De management de communauté, content manager, tout ça. Il faut vraiment leur répondre et c'est eux qui doivent venir, donc c'est nos premiers clients. Donc, voilà. D'accord, donc si je résume, donc plus vers les usages, moins d'anecdotique, plus de sens dans l'événement lui-même et également dans tout ce qu'il y a autour. Et ben voilà qui va conclure cette émission. Merci à tous les 4 d'avoir participé. Merci Nelly, merci Eric, Alain, merci. Olivier. Et puis je vous rappelle que cette émission sera très rapidement disponible en différé. Vous pourrez la revoir pendant quelques semaines encore. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.